Bonjour moi-même, tu es à Cannes? Oui, oui, tout à fait. Donc je suis à Cannes, où il n'y a pas le festival, puisque nous sommes au mois de novembre. Bah il se passe quoi alors? Ah rien, il y a rien, enfin il y a d'autres trucs, mais pas le festival du film. On y est allé pour rien quoi. Tout à fait, pour rien du tout. On s'est déplacé pour rien. Bah merci pour l'intervention, tu peux y aller. D'accord, Tu es très beau. merci. Au revoir, bisous. Bonjour, eh bien, re-bienvenue dans cette vidéo, après la petite introduction où j'étais pas habillé pareil, où il y a un autre micro, etc. Vous avez vu, j'ai des palmes sur la chemise désormais. Et j'ai refait cette vidéo un nombre de fois, en détaillant tous les films. C'était pas possible. 79 films, c'est le nombre donc de longs métrages que j'ai vus ou revus l'année dernière, en 2025. Je me suis fait un défi Palme d'Or. Et là, je voulais vous les classer dans une tier list. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va les classer. Et je vais directement les classer. On va pas tergiverser trois plombes, je vais pas tout vous résumer. Si j'ai un petit fun fact, j'ai noté sur mon téléphone des fun facts, je les dirai bien entendu. Mais on va speeder, parce que c'est pas possible. J'ai fait une version quand même qui dure 1h40. J'ai essayé de monter, c'était une horreur, je pouvais plus m'empiffrer. Non, me piffrer, je pouvais plus me piffrer moi-même. Et horrible, j'ai failli devenir fou en faisant une deuxième version il n'y a pas très longtemps. Et je vais lire mon petit street. Je vais lire mon petit strict. Je voulais le moins de montage possible, j'ai chaud. Je vais pas la refaire, j'en ai rien à foutre. Non, ça sera à chier, mais j'ai chaud, j'ai de la buée dans les lunettes. Oh, je suis rouge, je suis dégueulasse. Meilleur réalisateur, Golden Blob. Golden Blob. Que le premier film est à 79. C'est pas possible. Comment je vais faire? Faut que je me reprenne. Une tier list, c'est une tier list. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, un petit classement. Les catégories, mes chouchous. Très bon film, bon film. Je suis passé à côté. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est que j'étais pas d'humeur, on sait pas. Et j'ai trouvé ça nul. Au début, la catégorie s'appelait c'est à chier, mais bienveillance, on respecte le travail des autres. Voilà. La Palme d'Or 1955, Marty de Delbert Mann. C'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un bon film. Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle, des animaux qui ont été maltraités dans ce film horrible, un documentaire sous-marin quoi, enfin sur la vie aquatique. C'est un bon film parce que c'est quand même sympa. Voilà, donc il va dans la catégorie bon film. 57, donc La Loi du Seigneur de William Wyler. Je ne vais pas tout lire les noms parce que c'est écrit là. États-Unis. Alors c'est un film sympa, il y a Gary Cooper. J'avais peur que ce soit un film un peu classique et puis au final c'est pas mal du tout. Donc lui, il va dans très bon film. Voilà. Ouais, c'est quand même plutôt sympa. Palme d'Or 58. La voilà. Quand passent les cigognes, un film soviétique. Très étonnant qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale où un couple est séparé et voilà, sur les absurdités de la guerre, etc. C'est très très chouette. Ça va dans très bon film aussi. Le film suivant, on est sur... Ah ouais, Orfeo Negro de Marcel Camus. C'est vraiment pas terrible, c'est même pas bon en fait. On sent que le réalisateur a kiffé aller au Brésil et puis un peu son film de vacances. J'ai vraiment trouvé ça nul. Ensuite, on a, me semble-t-il, la Dolce Vita, évidemment, de Federico Fellini. Alors, c'est superbe, c'est vachement bien, il y a des séquences formidables. Mais j'avais oublié que c'était morcelé comme film, que c'était fait un peu comme des sketchs. Alors, il y a le sketch où il y en a même deux, je crois, où il y a le père de Marcello qui vient le voir. C'est vraiment formidable, la scène de fin est géniale aussi. Mais figurez-vous que je suis passé à côté. Je sais pas, pendant le film, je me suis un peu ennuyé et je m'attendais pas à cette forme très sketch comme ça. Donc, je suis désolé, mais je suis passé à côté de
la Dolce Vita. C'est horrible, mais des fois, il y a des trucs comme ça. Une aussi longue absence, d'Henri Colpi, tiré d'un scénario de Marguerite Duras. J'avais un peu oublié ce film, c'est une palme d'or discrète, comme il y en a certaines. Mais c'est très sympa. On se demande, ça verse presque dans le fantastique. C'est une patronne de bar, comme ça, qui voit passer un clochard et qui est persuadé que c'est son mari qui a disparu à la guerre. Mais il y a qu'elle qui pense que c'est lui. Donc, c'est très intriguant, c'est assez sympa. Ça va dans de très bons films. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, une curiosité. 1961, ex aequo, donc c'était avec une aussi longue absence. Viridiana de Louise Bunel, ça c'est formidable. Ça c'est vraiment très 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 chouette. Le mot formidable, je vais le répéter, mais jusqu'à en crever. La première version que j'ai montée, c'était horrible. Viridiana, ça va dans Chouchou. C'est le premier Chouchou. Voilà. C'est révérencieux, c'est très chouette. Il y a la scène de Vinci qui est caricaturée. C'est marrant. C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Pas tant, ça traite de sujets horribles. Oui, il y a des gros red flags à ce film, en fait. Il faut un petit peu se méfier de ce film. Viridiana, se méfier de ce film. Si vous êtes sensible, il y a des thèmes très, très hardcore. 62, La parole donnée. Tiens, une autre palme discrète. J'ai failli oublier. Un paysan qui a une espèce de chemin de croix. C'est pas désagréable, mais bon, allez, un bon film. Ensuite, Le Guépard de Visconti. Alors, grand classique, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. C'est un moment de l'histoire de l'Italie que moi je ne connaissais pas ou très mal. J'ai trouvé, allez, un tout petit peu longué. C'est pour ça que ça peut pas être dans les chouchous. Les films que je trouve un peu longués, voilà, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un très bon film, évidemment. Après 1964, Les Parapluies de Cherbourg. J'avais peur en y allant. Oh là là, que j'avais peur. C'est chanté, musique de Michel Legrand. Mais Jacques Demy est mon ami. Hein, Jacques Demy, c'est vraiment extraordinaire. C'est formidable. Extraordinaire aussi, c'est un mot insupportable. Chouchou. Voilà. Finalement, il n'y a pas hésité. J'avais beaucoup trop hésité et c'est vraiment merveilleux. En plus, à part de la guerre d'Algérie, moi, j'ai totalement oublié cette histoire que c'est un film, quelque part, sur la guerre d'Algérie. Les Parapluies de Cherbourg, quoi. Ah bah ça, m'en souvenais plus. Donc, formidable. J'ai encore dit formidable. Ah bah alors ça, par contre, c'est pas bien, ça. 1965, Le Knack. Vraiment, moi, je m'attendais à un film un peu swinging London, hein, un peu sympa, un peu nouveau cinéma anglais, comme ça, c'est le cas. Mais oh là là, l'histoire est mauvaise. Et puis quand je me retire comme ça, c'est que je fais des bruits de bouche dégueulasses. Et puis, dans le genre trigger warning à la fin, bon, j'en dis pas plus, mais oh là là, non, puis ça joue pas bien. Non, c'est vraiment pas terrible. Il y a une des premières apparitions de Jane Birkin dans le film. Et mais voilà, c'est le seul intérêt. J'ai vraiment trouvé ça nul. Donc ça c'est vraiment pas terrible. Nous avons en 66 ex aequo, Un homme et une femme de Claude Lelouch. C'est mon Claude Lelouch préféré. Les acteurs sont vraiment chouettes. L'ambiance, Shabadabada, la musique, tout ça. C'est vraiment très très bien. C'est dans les chouchous, il m'avait marqué ce film et je l'ai revu. Et donc non, c'est vraiment très bien. Alors c'est ex aequo avec qui ? Avec ces messieurs dames. Oh alors ça c'est pas bien. C'est macho, c'est pas bien joué, c'est en 3 sketchs, film italien. En 3 sketchs, c'est vraiment mal fichu. Ça va dans j'ai vraiment trouvé ça nul. Ensuite, 66, Blow Up, d'Antononi, le film le plus anglais du cinéma italien, parce que ça se passe entièrement en Angleterre, dans le swinging London, pour le coup. Bon, alors là, vraiment, ça c'est formidable, c'est maîtrisé de bout en bout. Je ne vais pas vous résumer chaque film, sinon je vais reprendre les travers de ma première version de vidéo. Donc, Blow Up, ça c'est dans les chouchous. Voilà, c'est vraiment très très bien. Ensuite, je crois qu'il y en a... il n'y en a pas, parce que en effet, 1968, il n'y a pas eu de festival de Cannes. Donc on passe à 1969. Petit diaporama qui est bien mignon, disons. Avec If. Bonjour Annabelle, ça va ?
Ça va, ça va. Tout à fait, ça fait 3 fois qu'on se dit bonjour. Lorsque j'ai commencé à parler du film If, j'ai pensé à toi, puisque lorsque tu étais étudiante à l'université de cinéma, d'Aix-en-Provence, on peut le dire, quel était le sujet de ton mémoire? Eh bien, c'était le courant du free cinéma. Courant anglais de la fin des années 50, début 60. Il y a plus ou moins des théories divergentes sur la fin de ce courant, début ou fin 60. Mais en tous les cas, dans ce courant du free cinéma, qui se voulait un courant libre des gros studios, libre de l'entertainment, eh bien, dans ce courant, il y avait notamment Lindsay Anderson, le réalisateur de If. Toi, tu le résumerais comment? Alors, comment je vais résumer l'histoire? C'est en fait c'est un groupe d'étudiants, d'élèves dans un pensionnat anglais. Donc c'est un pensionnat anglais très strict, avec des règles, avec des conventions à suivre, et qui du coup, eux, en fait, sont un petit peu rebelles. Et font quand même pas mal de bêtises. Bon, alors ça fait référence à Zéro de conduite. Zéro de conduite de Jean Vigo. Voilà, oui. Forcément, oui, Jean Vigo, tout à fait. Et où en fait c'est une rébellion d'élèves dans Zéro de conduite. Et là, c'est un peu aussi un peu la thématique. Avec également sous-jacente la thématique de l'homosexualité, puisqu'il y a une histoire sentimentale parce qu'il y a 3 protagonistes principaux qui sont un peu à l'origine de la rébellion, et donc avec un autre élève plus jeune. C'est un film sur l'insolence, parce que ces élèves-là, en fait, ils sont insolents, ils sont gouailleurs, et ils veulent pas rentrer dans le cadre très strict de ce pensionnat anglais. Un cinéma qui se veut libre justement des conventions, qui se veut libre des grands studios, qui veut faire, donc d'où le fait free, parce que ils veulent justement être libres de tout ça, et qui va également parler de la jeunesse, mais de la jeunesse ouvrière, d'une jeunesse populaire, prolote. Les réalisateurs de ce mouvement-là, il y a Lindsay Anderson, qui va être connu avec This Sporting Life. Dans le free cinéma, il y avait Karel Reisz et Torini Richardson. Et ce courant-là aussi, il se mélange avec un courant littéraire des Angry Young Men, avec notamment un des auteurs, Alan Sillitoe, qui était très connu. C'était un auteur ouvrier qui venait d'un milieu ouvrier, et qui a écrit Samedi soir, dimanche matin, Saturday Night, Sunday Morning, et La solitude du coureur de fond, The Loneliness of the Long Distance Runner. Et également David Story, qui lui a écrit The Sporting Life, donc le film de Lindsay Anderson, qui raconte l'histoire d'un mineur qui veut sortir de sa condition en étant joueur de rugby. Et donc ça parle vraiment de cette classe ouvrière, qu'on voyait pas à l'époque, en fait. C'est ça qui était un petit peu qui était tout à fait nouveau. Disons que ce mouvement-là, en fait, il s'inspirait aussi de tout un mouvement documentaire américain des années 30, mais en tous les cas dans le cinéma fictionnel, c'était assez rare, et puis y compris même dans la littérature. Bon, voilà. Et oui, pardon, je t'interromps, et c'est vrai, parce que ce que tu dis, il y a d'autres films qui ont l'air un peu plus libres, tu sais, sur le Swinging London. Oui, il y a même un peu dans Blow Up et tout, mais en effet, ça fait pas partie vraiment du free cinéma, ou même dans Le Knack, là, que j'avais pas aimé. Parce que c'est soit des artistes, soit une petite bourgeoisie. Oui. Voilà. D'accord, ok. La nouvelle vague française, elle parle plus d'une petite bourgeoisie que de la classe ouvrière, parce qu'on compare souvent la nouvelle vague et le free cinéma, mais justement, même s'il y a ce même esprit d'insolence, parce que le personnage d'Antoine Donnel, par exemple, c'est un personnage insolent, quand même. C'est un personnage qui peut pas suivre les règles. Dans la nouvelle vague, c'est pas forcément aussi social, donc c'est pas forcément aussi... Et par contre, le free cinéma, c'est un mouvement assez large, comme les nouvelles vagues, mais du coup, par exemple, Karel Reisz, il va faire un de ses premiers films, ça va être We Are the Lambeth Boys, qui est un film documentaire, et qui raconte, en fait, qui suit des jeunes gens anglais, un peu, alors d'un milieu assez varié, mais quand même très populaire, donc notamment dans le sud de Londres. C'est des personnages aussi La solitude du cœur de fond, c'est un gars qui est jeune, donc c'est une famille ouvrière, et lui, en fait, il fait des menus larcins,
Et il va se retrouver, donc ils vont se retrouver à gagner de l'argent au loto, qui vont tout dépenser, et puis finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire d'autres menus larcins, et il va finir en maison de correction. On se rend compte que lui, il sait courir, qu'il court très vite, donc d'où le coureur de fond. Et lui, en fait, jusqu'au bout, en fait, il va leur faire croire qu'il rentre dans le rang, mais sauf que non, voilà. Et c'est ça, en fait, c'est rentrer dans le rang, non. Ça, c'est le free cinéma, c'est on ne rentre pas dans le rang, on se rebelle, If, c'est ça, c'est vraiment se rebeller contre l'ordre établi, contre... Ah oui, jusqu'au bout du voilà, bout, là, jusqu'au pour bout le du coup. bout, oui, parce que là, en vrai, c'est carrément une guerre, Ouais. c'est, voilà. Et c'est vrai que c'est là où ça... C'est là où vraiment, à la fin du film, on voit la référence à Zéro de conduite de Jean Ligo. Eh bien, je te remercie beaucoup Mais merci à toi, David. pour cette petite pastille. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va dans les chouchous If, c'est vraiment formidable. MASH, d'où les bruits de bouche, de Robert Altman. Eh ben, j'ai trouvé ça pas bien. Oh là là. Oh, tous les personnages, ils sont relous. Les blagues sont nulles. On comprend rien. Le traitement du son est bordélique. Mais alors vraiment, j'ai détesté ce film. Donc, MASH, ça va vraiment. Allez, hop, dans la petite poubelle. Non, j'exagère un peu la poubelle, mais vraiment, c'était très dur. 71, Le Messager. De nouveau, un film anglais. Très, très bon. Renseignez-vous sur l'histoire. Faut pas trop en dire. Cela dit, c'est pas plus mal que j'ai renoncé à faire les résumés. C'est vraiment super, de Joseph Losey. Tout le monde est formidable. Voilà. Et ça part, mais carrément, il m'a un peu bouleversé même, carrément, ce film. Ça part dans les chouchous. On part pour 72. La classe ouvrière va au paradis. d'Elio Petri. Alors, film social, film syndicaliste, mais alors qui avait été très fortement critiqué par des syndicalistes. Voilà. Parce que on voit un peu la lutte entre syndicats. C'est un ouvrier modèle qui n'est pas très porté sur les syndicats, justement, qui va être, après se faire couper le doigt dans une machine, va être la vedette un peu d'un mouvement social. C'est très austère, quand même. Il faut un peu s'intéresser à ce genre de sujet. Allez, bon film. Je peux pas. Non, ouais, bon film. Il est quand même crado, l'image est dégueu, c'est des fois un peu compliqué à regarder quand même, je trouve. Ex aequo, donc ça veut dire qu'en 72, il y en avait un autre, L'affaire Mattei, autre film italien, sur une histoire que je ne connaissais pas du tout. Je vous conseille d'ailleurs l'épisode du podcast Affaires sensibles de France Inter, qui en parle très bien, qui vous résumera ça, parce que c'est quasi documentaire et c'est vraiment sur l'affaire de cet homme, Monsieur Mattei, donc je ne sais plus du tout son nom, son prénom, je veux dire. C'est très très bien, une histoire que je ne connaissais pas. C'est un très bon film. C'est un peu spécial, c'est très austère, l'image aussi un peu dégueu. Mais bon, le style documentaire fait que ça passe très bien. Très bon film. 73, La méprise d'Alan Bridges. Très très bien, très bonne surprise. Et La méprise, attention, c'est pas un grand film, mais il est surprenant. Donc je le mets dans très bon film pour la bonne surprise qu'il m'a procuré. Donc c'est très chouette. 73, ex aequo, donc on en a un autre avec L'Épouvantail. Excellent film avec Al Pacino et Gene Hackman. Un road movie à pied. Et c'est un peu le New Hollywood. C'est totalement même ce qu'on appelle le New Hollywood, la nouvelle vague américaine. C'est vraiment très très bien. Ça va même dans les chouchous. Pareil, un petite boule au ventre et enthousiaste en même temps en finissant le film. C'est très très bien. Le prochain, c'est un autre film américain, puisqu'il s'agit de Conversations secrètes de Francis Ford Coppola. On ne présente plus Francis Ford. Non, je me suis rendu compte que j'étais pas si fan de la filmo au final. Il en aura une autre de Palme d'Or. C'est très bien, Conversation secrète, attention. C'est vraiment très bien. Gene Hackman est formidable. Gene Hackman qui jouait dans le film de la Palme d'Or de l'année d'avant. C'est quand même fou. Il joue dans L'Épouvantail et dans Conversation secrète. C'est quand même génial. Si c'est génial, mais en tout cas, c'est arrivé. Conversation secrète, c'est quand même bon film ou très bon film. Je ne sais plus ce que j'avais noté. Il est là, j'avais mis ça dans très bon film. Allez, je vais m'écouter. Très bon film.
Chronique des années de Braise. Alors, ce film, alors pour le coup, il vaut le coup que je dise un petit peu le fun fact, enfin fun, pas fun du tout, vous allez voir, que j'avais relevé quand même. J'ai vu ce film en salle, il était introuvable, il est dans une version dégueulasse sur Internet. Et c'est une grande fresque, donc c'est bien de le voir en bonne qualité. Et il est ressorti au cinéma. Le réalisateur est décédé à l'âge de 95 ans, la veille de la projection de la version restaurée de son film au Festival de Cannes 2025 de l'année dernière. Et c'est pour ça, à l'occasion de cette version restaurée et pour les 50 ans du film, qu'il y a eu une ressortie. C'est une grosse claque dans la gueule, hein, ce film. Il dure pas tout à fait, mais quasiment 3 heures. C'est dur, hein. C'est très très dur, mais voyez-le historiquement. Enfin, ce film devrait être montré peut-être par bout, peut-être un montage. Alors, vu que le réalisateur est plus là, c'est un peu délicat, mais il devrait être montré dans les écoles françaises, ce film. Ça fermerait bien la gueule à pas mal de gens qui s'expriment sur la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'on avait en 76 ? Taxi Driver. Doit-on vraiment présenter Taxi Driver ? Non. Je ne vais pas présenter Taxi Driver, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup. Je l'avais mis dans... Je crois pas que je l'avais mis dans les chouchous. Taxi Driver. Si, je l'avais mis dans les chouchous. Ah ouais ? Ah si, oui, en vrai, ouais. Non, c'est bien. J'ai réécouté la bande originale de Taxi Driver seul, sur une plateforme, quoi, de musique. C'est kitsch, hein. C'est vraiment... C'est kitsch, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Alors, le fun fact que j'avais relevé sur Taxi Driver, quand même les chouchous, je vais m'arrêter 2 secondes sur les chouchous un peu quand même, c'est que Martin Scorsese joue dans le film. Il joue un des clients du taxi. Voilà. 77. Padre Padrone. Ils sont mis à 2 en plus pour faire ça. C'est éprouvant comme film. C'est la tyrannie d'un père sur un enfant. Il le retire de l'école pour aller garder les chèvres. Après, il grandit. Il ne s'en sort et il deviendra même écrivain. C'est tiré d'une histoire vraie. Il deviendra écrivain, donc il passe vraiment de berger analphabète à écrivain. Donc c'est chouette comme histoire, mais c'est traité d'une manière... L'image est dégueulasse. Ça se passe quoi ? C'est à la fin du 19e siècle, début 20e. Oh là là, puis il y a des histoires, il se passe des trucs pas bien avec des animaux, mais pas bien. Genre ce que tu peux imaginer de vraiment pas bien avec un animal, quoi. Bah, ça se passe dans le film. Ah là, c'est... franchement, la catégorie... une catégorie pure, ça aurait été bien aussi, en fait. Mais bienveillance. J'ai personnellement, à titre personnel, et ça ne regarde que moi, trouvé ça nul. Ensuite, 78, L'Arbre au sabot. Alors on est toujours dans une ambiance de rigolade, pas du tout. C'est vraiment la misère à la campagne. Ça aurait pu être une catégorie hostile, la campagne. Mais c'est vachement mieux traité. Il y a des images, des plans dans ce film, on dirait des tableaux de peintres hollandais. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très chouette. L'histoire, là, c'est un peu l'inverse du film d'avant. C'est un enfant qu'on peut se permettre d'envoyer à l'école. Ça se passe dans une ferme, entre plusieurs familles qui vivent dans une ferme, qui appartient à un homme, forcément, le propriétaire est plus riche. Bon film, je suis d'accord avec moi-même. Ouais, bon film. C'est pas le film que tu vas voir le samedi soir avec une pizza et des copains, quoi. Apocalypse Now, oui, ça peut se regarder avec des copains, ça. J'avais peur de le voir, figurez-vous, parce que je vous disais, je suis pas ultra fan de Coppola. C'est vraiment bien. C'est vraiment très très chouette. La folie d'un espèce de colonel qui se prend pour un gourou. Il se prend pour un gourou, il finit vraiment comme ça. Quelqu'un doit l'éliminer. Je vous dis un peu l'histoire, parce que je me souvenais plus de l'histoire d'Apocalypse Now, je crois. Et la scène des hélicoptères est tellement connue qu'on a l'impression de... J'ai dit hélicoptères, un petit peu quand même. La scène des hélicoptères est tellement connue que je croyais avoir vu le film. J'étais persuadé d'avoir vu le film, pas du tout. Voilà. Donc c'est chouchou, vraiment une bonne claque, mais dans le bon sens du terme. 1979, puisque c'était un ex-aequo. Le tambour, c'est très bien. C'est l'histoire d'un enfant qui ne veut pas et qui ne peut plus grandir. Et voilà, c'est très bien. L'acteur principal a une tête pas possible. C'est très très bien, le tambour. Ça peut faire peur, mais on peut y aller, il n'y a pas de souci. Il y a aussi il y a des thèmes durs, mais ça va. Que le spectacle commence. Pas bien. Le personnage principal est détestable. Il y a le traitement du son me saoule. Ça va dans tous les sens. Ah non.
Je sais que c'est un grand classique chez tous les gens qui aiment la danse et ouais, c'était pas bien. Même pas. Il était ex aequo avec Kagemusha d'Akira Kurosawa. Alors ça, c'est le bonheur. Hein. C'est tout simplement le bonheur. Il n'y aura pas un film asiatique décevant dans la sélection. Donc Kagemusha, ça je vais pas résumer, mais un sosie remplace, comme ça se fait d'ailleurs toujours de nos jours, paraît-il, remplace un chef de guerre. Voilà. C'est épique, c'est énorme, c'est très très bon. L'Homme de fer, Palme d'Or 1981, un film quasi documentaire qui retrace l'histoire presque en temps réel des mouvements sociaux en Pologne sur les chantiers navals et non pas les chantiers navaux. Hein, ça ne veut rien dire. Et il y a même une séquence du film où il y a Lech Walesa d'ailleurs qui joue dedans, enfin qui joue, on l'aperçoit. Il y a une scène qui décrit l'action du film, quoi. Donc on est vraiment entre documentaire et fiction. Ça c'est intéressant. J'avoue toutefois que j'avais un peu oublié ce film avant de reprendre la petite liste. C'est un bon film. Après pareil, c'est pas en folie devant, quoi. Mais c'est bien. Palme d'Or 1982, Missing de Costa Gavras, qui est la disparition d'un journaliste pendant le coup d'État de Pinochet. Alors, je crois que le Chili est jamais vraiment nommé, mais voilà, hein, c'est ce que ça raconte. C'est un très bon film. Ça va dans cette catégorie directe. 82. Ah oui, c'était un ex aequo ? Ah, je m'en souvenais plus. Yol, La Permission. Bah, c'est pas bien. Hein. Alors, les conditions de tournage du film et de production sont fous parce que le réalisateur, c'est Yilmaz Güney. Et là, le deuxième nom qu'on voit, Shérif Gören, c'est son monteur, co-réalisateur, parce qu'il a dirigé la majeure partie du film depuis une prison. Et c'est vraiment l'histoire les prisons étaient tellement pleines pendant la dictature là, en Turquie qu'au début des années 80 que l'État était obligé de faire tourner les prisonniers pour les lits en prison, quoi. Voilà. Et il a réussi à s'échapper, le réalisateur, et le film s'est monté presque pour aller au Festival de Cannes. Donc, mais l'histoire autour du film est beaucoup plus intéressante que le film lui-même, qui est vraiment, on comprend rien, le montage, il a été fait dans des conditions particulières. Mais je suis désolé, quand tu n'es pas au courant du lore du truc, tu t'en fous un peu de ce film, en fait. Dis non, ça balance, hein. Je suis pas gentil. Film suivant, 1983, La balade de Narayama. C'est formidable. Les personnes âgées doivent, à l'âge de 70 ans, se rendre de leur propre chef en haut d'une montagne pour aller mourir. C'est comme une espèce de tradition, même s'ils vont très bien. Voilà. Et puis on voit la vie d'un village. Faut être un peu accroché. Hein. Mais c'est extraordinaire. Et comme beaucoup de films japonais, là, de la sélection, puis en général d'ailleurs, on place la morale à des endroits différents qu'en Occident, et c'est cool. Ça va dans Chouchou, c'était une bonne claque dans ta gueule. 1984, Paris, Texas, de Wim Wenders. L'ambiance est géniale. L'histoire est formidable. Un type disparaît, il réapparaît un peu dans le désert au milieu de nulle part. Il retrouve son frère et son enfant, est à la recherche de la maman de l'enfant. La musique, enfin c'est hypnotisant. C'est vraiment... Ça, c'est dans les chouchous. Papa est en voyage d'affaires, d'Emir Kusturica. J'aime beaucoup ce film. Il y a vraiment, c'est du Kusturica un peu plus posé, un peu plus calme que ce qu'il a été après. Il y a eu un peu des polémiques aussi sur ce film, comme sur celui qu'on verra sur Underground après, un peu différente, mais c'est très très bien. C'est vraiment très bien. Alors il y a un je ne sais quoi, c'est un peu longué, donc il va pas dans les chouchous, mais c'est un très bon film. Mission de Roland Joffé. Ouais, c'est vraiment le genre de film. Ouais. Il y a des scènes grandioses et tout. Puis surtout, ça fait un peu passer. Alors, c'est des jésuites, des prêtres et des moines jésuites qui protègent une tribu amazonienne d'un conflit religieux, enfin de territoire entre les religieux portugais et espagnols. Bon, ça fait passer les jésuites pour des grands gentils. La bonne solution, c'était de ne pas y aller embêter ces gens. Bon, c'est un bon film quand même. Il y a des moyens, il y a Robert De Niro et Jeremy Irons. Voilà. Oh, regardez ça, mais bon, j'ai pas une morale qui pue un peu du cul, quoi. Sous le soleil de Satan. Ouais, film de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu. Insupportable.
C'est vraiment, il n'y a rien qui va, c'est moche. J'ai aimé des films de Piala, le film avec Jean-Yann, Nous ne vieillirons plus ensemble, c'est ça. Mais alors ça, c'est laid, c'est mal fichu. Hop, j'ai trouvé ça nul. 88, Palme d'Or 88, Pell est le conquérant et pas le concurrent. Eh bien, c'est pas mal du tout. Je ne connaissais pas cette histoire de Suédois au début du XXe siècle qui était un peu obligé, j'imagine suite à un hiver rigoureux, de fuir au Danemark, qui était le pays riche des pays scandinaves. C'est très chouette, l'histoire d'un père un peu âgé avec son fils. La maman n'est plus là. Non, c'est très très bien. Très bon film. Bonne surprise. 1989. Sexe, mensonge et vidéo. C'est très bien. J'ai failli un peu l'oublier en fait. C'est un film de Steven Soderbergh, pardon, et que j'aime bien. En plus, c'est un réalisateur que j'aime bien. Et j'avais un peu oublié ce film. Et pourtant, me le remémorant, j'ai trouvé ça très, très plus que correct. Mais je sais pas. Attendez, on va un peu. Je vais être obligé de faire ça. J'ai un peu oublié. Bon film. Sailor et Lula, Palme d'Or 1990, de David Lynch. J'aime bien David Lynch. Et figurez-vous que c'est pas non plus mon préféré de David Lynch. Par exemple, Mulholland Drive, j'aurais trouvé ça plus judicieux l'année de... Je crois que c'est un bon film qui a eu la palme l'année de Mulholland Drive. Mais voilà. Et ça reste super sympa. Et puis voilà, il y a Laura Dern, il y a ce con de Nicolas Cage qui cabotine. Il cabotine hein, quand même. La vache. Mais c'est sympa avec sa veste en serpent là. Donc ça va dans un très bon film, faut que je sois honnête, il n'est pas dans les chouchous. Hein. Barton Fink de Joel Cohen, des frères Cohen. Là c'est Joel qui est crédité en tant que réalisateur. C'est vraiment très très bien. C'est un de mes films des frères Cohen préférés. Une espèce de huis clos dans une chambre d'hôtel dégueulasse sur les affres de la création, hein, je dirais. Ça c'est chouchou. Les meilleures intentions de Billy Auguste, deuxième Palme d'Or pour ce bon vieux Billy. Figurez-vous qu'il s'agit de l'histoire de la rencontre et du mariage des parents d'Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, dans la Suède du début du XXe siècle. C'est austère, hein, la vie de la Suède au début du XXe siècle. Hein. Pff, la vache. Mais c'est bien, hein. C'est bien. Après, bon film. 93. Adieu ma concubine. Grandiose, fresque, avec de la musique traditionnelle chinoise. L'histoire de la Chine là, qui est traversée. Enfin, on ne sait pas qui traverse quoi, mais le destin de ces deux personnages, des deux personnages principaux, c'est vraiment très très bien. Adieu ma concubine, c'est dans les chouchous. Ensuite, 94, vous l'avez, 94. Peut-être l'un des films les plus connus qui a obtenu la Palme d'Or. C'est pas lui. Comment ça, ex-aequo ? Eh oui, je l'avais écrit en plus. Donc, la leçon de piano de Jane Campion est très très bien. On a le bon mix entre le fond et la forme. C'est très joli visuellement. Ça raconte des belles choses. Pas toujours, mais ça les raconte en tout cas de manière maligne. Ça va dans Chouchou, la leçon de piano. Palme d'Or 94, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Je vais pas faire le faux jeton, le faux cul. Moi j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup ce film. Les trois premiers films de Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown, je les aime beaucoup. J'ai un peu lâché l'affaire, voire totalement après. Kill Bill, c'est sympa Kill Bill, mais ça m'a un peu saoulé. Voilà, puis la suite, alors j'en ai pas vu tant que ça, hein, et je m'en fous. Mais Pulp Fiction, ça va dans les chouchous. Palme d'Or 95, Underground d'Emir Kusturica. Je ne vais pas résumer le film, c'est un énorme bordel qui traverse toute une partie de l'histoire de la Yougoslavie, de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à quasiment, oui, si, ça parle de la toute fin de la guerre de Bosnie. Emir Kusturica s'est pris les foudres de plusieurs intellectuels français qui n'avaient pas vu le film
Monsieur Finkielkraut et Monsieur Bernard-Henri Lévy. Et je vous invite à écouter le podcast sur l'appli ou le site de France Inter, Affaires sensibles sur Underground. C'est très instructif et j'aime beaucoup. C'est un très bon film. Hein. 96, Secrets et mensonges de Mike Leigh. J'ai pas vu beaucoup de films de Mike Leigh. C'est très mignon, c'est très chouette. C'est une femme noire qui apprend par... Enfin, elle sait qu'elle est adoptée et qui apprend que sa mère est blanche, d'un milieu très pauvre. Et donc, elle veut la rencontrer. Là aussi, pour être très honnête, en refaisant la liste, en remettant les petites images, je l'avais un peu oublié. Mais c'est très très mignon et c'est un très bon film. Palme d'or ex aequo en 97 pour Le goût de la cerise, un film iranien qui se passe essentiellement dans une voiture, puisque le personnage principal du film, je rigole parce qu'il y a des moments presque un peu comiques par la situation, cherche une personne pour l'enterrer une fois qu'il se sera suicidé. C'est le pitch du film. C'est vraiment très très chouette. Alors, je vais être honnête, je ne vais pas le mettre dans chouchou non plus, parce que la fin est un peu bizarre. J'avais jamais vu de film du réalisateur, mais la fin est... bon, je vais pas le dire, mais voilà. Il paraît que Abbas Kiarostami a fait des fins comme ça. Il est ex aequo en 97 avec L'Anguille de Shohei Imamura, le réalisateur, tout à l'heure, de la balade de Nyamamura. C'est très très bien, très belle surprise. Là aussi, un film japonais où la morale, on la met pas aux endroits où nous on l'aurait mis. Ça veut dire quelque chose cette phrase ? Je suis pas sûr. Hein. L'Anguille, ça va dans chouchou parce que c'est vraiment la belle surprise, la bonne surprise. 98, j'aurais donné la Palme d'Or à Zizou, personnellement, mais non, c'est L'éternité et un jour qui a eu la Palme d'Or. Alors là, le pitch, là aussi, il dure plus de 3 heures, t'as pas envie d'y aller. Hein. C'est un homme qui est condamné, qui est malade, qui va partir à l'hôpital dans le jour d'après. C'est pour ça que ça se passe en une journée, puis il sait qu'il est condamné une fois qu'il sera à l'hôpital. Et il va croiser le chemin d'un jeune migrant albanais, je crois. Voilà. C'est chouette, hein, c'est chouette. Mais pareil, c'est pas le film que je vais vous dire « Ah, regarde ça samedi, c'est super ». Mais après, on n'est pas là pour regarder des films du samedi et dire « C'est super ». Mais ça reste un très bon film. Non, blague à part, c'est vraiment un très bon film. C'est très beau, j'ai été vachement émouvé. Non, c'est bien. Rosetta, Palme d'Or, 99, de Jean-Luc... Un film de Jean-Luc Mélenchon. Non, ça pourrait, c'est très social. De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec la formidable Émilie Dequesne, qui porte tout le film sur ses épaules. C'est très très bien. Il ne faut pas avoir peur de regarder des films des frères Dardenne. Ils auront une deuxième palme un peu plus tard. Alors oui, hein, on est dans la boue en Belgique, l'hiver, quand il pleut. Il y a toujours... en fait, je ne sais pas si on peut parler de lueur d'espoir. Si. C'est pas si plombant. Les films des frères Dardenne, ils sont vraiment victimes des réputations de leurs films. C'est très très bien les films des frères Dardenne. Il faut regarder leur cinéma, c'est très cool. Moi, ça va dans chouchou. Dancer in the Dark de Lars von Trier. J'ai écrit des trucs dessus sur mon... Je dis que je ralentis, ça va. Je dis... Voilà. J'étais factuel, j'ai trouvé ça nul. Je respire. Le film est un point. Et son réalisateur, je chie dessus. Non, ça va quand même. La chambre du fils, d'Anani Moretti, quel film. C'est vraiment formidable, mais c'est le film dont je suis certain que je ne le reverrai jamais. Voilà. C'est l'histoire, on le sait dès le début, hein, donc je vous le dis, c'est vraiment un film sur une famille qui perd son fils d'un accident de plongée, un fils jeune homme, fin d'adolescence, quoi. Et donc avec le drame de perdre un enfant. Et voilà, donc c'est un film que je ne reverrai pas, mais c'est ces films comme ça où ils te bouleversent tellement, tu es quand même content de l'avoir vu. De vivre des émotions pareilles en regardant un écran, c'est dingue. Palme d'Or, en 2002, on remettait une Palme d'Or à Roman Polanski. Bon, bah, si vous voulez vous renseigner sur le film lui-même, renseignez-vous. Moi, voilà. On va passer à autre chose. Elephant, de Gus Van Sant. Ah, c'est bonne clacasse dans ta gueule. J'avais peur de voir ce film, parce qu'on sait, c'est sur la tuerie de Columbine, hein, donc on sait comment ça va se passer. Et malgré tout, c'est l'espèce de chorégraphie dont use Gus Van Sant est vraiment extraordinaire aussi. Je crois que j'ai dû le dire beaucoup trop. Ça, c'est un film, je pense que je pourrais le revoir volontiers. Pourtant, c'est pas Jojo, hein, ce qui se passe, mais très très bien. Allez, on déglutit
et on boit un peu d'eau. En 2004, qu'est-ce qu'on a? Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Je l'aime bien, moi, Michael Moore. Bowling for Columbine. Par rapport à la tuerie de Columbine. C'est fou, quand même. Ah bah, ils auraient mieux fait de lui donner pour Bowling for Columbine. Fahrenheit 9/11, c'est passionnant le sujet. Hein. C'est sur le traitement par l'administration Bush de la guerre en Irak. De partir en Irak après le 11 septembre 2001. Mais c'est putassier, c'est gros sabots, c'est pas bien. C'est le reportage d'une bonne chaîne télé indépendante, quoi. Mais qu'est-ce que ça fout à Cannes? Hein? Qu'est-ce que ça fout à Cannes? Ben, ça fout à Cannes que c'était Tarantino, le président du jury, et Harvey Weinstein, le producteur, ami de Tarantino, et producteur, enfin distributeur en tout cas, de Fahrenheit. Voilà pourquoi il a la palme. What? Dénonce. Ce film a un mérite, c'est qu'il ne tombe pas dans le complotisme du tout. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de complots qui adorent ce film, mais je pense ça doit un peu les décevoir parce qu'il n'y a pas du tout. C'est très factuel. Hein, donc, mais voilà, mais c'est factuel, mais oh là là, il y a des couches de pathos. Après qu'il y ait des images choquantes, c'est normal, hein, mais il y a une manière d'utiliser ces images qui ne m'a pas plu. 2005, L'Enfant. Deuxième film des frères Dardenne à avoir la Palme d'Or. C'est très très bien. C'est vraiment tout ce que je disais un peu. C'est un peu moins bien. C'est quand même en dessous de Rosetta. Rosetta, c'est vraiment à part. Il est assez incroyable ce film. L'Enfant, c'est très très bien. Avec Jérémy Régnier, qui, c'est marrant, avait joué dans La Promesse, un film un peu plus ancien, 99 je crois, des frères Dardenne, où il est vraiment tout jeune. Et c'est marrant parce que dans ce film-là, il joue le rôle d'un père qui déconne vraiment complètement. Je vous conseille de voir L'Enfant si un jour vous tombez dessus sur une plateforme et une chaîne télé. C'est un très bon film. 2006, Le vent se lève de Ken Loach, où on retrouve un Ken Loach dans un film historique. Là, on ne l'attend pas. Une espèce de fresque historique. C'est vraiment super. Cillian Murphy, l'acteur est très très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la guerre d'indépendance d'Irlande. On a dans le film deux frères qui se déchirent à cause du conflit, à la manière du pays qui sera séparé en deux. T'as compris l'allégorie? C'est un très bon film. Alors, c'est pas un chouchou parce que je sais pas. J'ai pas d'explication. Il n'y a pas toujours d'explication. 4 mois, 3 semaines, 2 jours, un film roumain de Cristian Mungiu, je sais pas comment on prononce en roumain, je suis vraiment désolé, qui va sortir son nouveau film dans pas longtemps, Fjord, à surveiller parce que ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment, j'ai encore dit. Et oui, mais j'ai pas beaucoup d'adjectifs. C'est cool, c'est super. Et pourtant, pareil, on n'a pas trop envie d'y aller. C'est quand même l'histoire d'une des deux filles là, qui veut avorter. Dans la Roumanie de Ceausescu, c'est interdit, comme dans d'autres pays, bien entendu. Et aidée de sa meilleure amie, elles vont quand même se débrouiller pour qu'elle puisse avorter. Et là, c'est un espèce de, pas de road movie, mais un périple. Alors tu te dis film roumain sur l'avortement. C'est super, c'est presque un polar. Le rythme est super bien mené. Donc ça... Le titre, par contre, il est chiant alors qu'il est logique. Hein. 4 mois, 3 semaines, 2 jours, c'est dégressif, mais voilà. Turbo chouchou, ça. Vraiment, découverte incroyable. 2008, Entre les murs de Laurent Canté, avec François Bégodeau. Et le film est une adaptation d'un livre de François Bégodeau. Intéressant? Je sais pas, non, c'est pas intéressant. C'est très chouette, on voit la vie de cette classe. Je l'avais vu il y a longtemps, je l'ai revu avec plaisir. C'est un très bon film. 2009, Le ruban blanc de Michael Haneke. Ça fait peur, les films de Michael Haneke, surtout à cause de Funny Game, qui est horrible. Mais c'est bien, c'est austère. Hein. L'histoire, c'est dur à résumer, donc démerdez-vous. Et c'est un bon film. Palme d'Or 2010. Oncle Boonmi, un film thaïlandais d'Apichatpong Veerasettakul. Comme quoi, j'arrive mieux à dire les noms thaïlandais que d'autres. C'est dommage, je suis passé à côté, je suis dégoûté d'être passé à côté. C'est poétique, ça parle d'un homme qui est sur la fin de ses jours, qui voit les fantômes
de ses proches aussi qui ont disparu avant. Il y a la figure du fantôme qui est très important dans la culture thaïlandaise. Mais je sais pas, je suis passé à côté, je devais pas être d'humeur. Par contre, je me demande, ça c'est ce genre de film de coproduction. Je suis presque sûr qu'Apichatpong Veerasetakul n'est pas très connu dans son pays. Parce que c'est quand même un film, c'est long, il y a des scènes, il y a un cinéma thaïlandais mais qui est plus populaire, plus vif, j'allais dire. Donc je pense pas qu'Apichatpong soit très connu là-bas. On va vérifier. Maybe I will put it on YouTube video about movies. Do you know Apichatpong Veerasetakul? No. What is this? What is it? He's a director who made very slow movies, auteur movies. No, and you don't know. Think about it anymore. Yeah. Palme d'Or 2011, The Tree of Life. Et alors là, il y avait tout pour que je déteste ce truc-là. Eh ben, j'ai bien aimé, dis donc. Eh ben, même la séquence, il est dur à résumer ce truc, hein, mais on voit l'enfance d'un enfant. Dans les années 50, le père, c'est Brad Pitt. La mère, c'est Jessica Chastain, qui est vraiment très très bien. Et ce film est pas beaucoup aimé parce qu'il y a un tunnel, c'est un peu qu'à le dire, un tunnel de vision psychédélique du monde en création, de l'espace. Enfin vraiment, c'est triste. Mais j'ai bien aimé moi en fait, et y compris cette séquence. J'ai trouvé ça cool. Vraiment, c'était pas gagné. Je déteste normalement ce genre de truc. Et ben il m'a bien plu. Oh, Oncle Bougmi, je l'avais pas mis. Oh. Ouais, bah, avec le voyage, je suis décalé quoi. Donc, non, je suis passé à côté quand même, faut pas déconner. Et The Tree of Life, c'est un très bon film, hein, vraiment. Palme d'Or 2012, avec Amour de Michael Haneke. Un autre film qui fait un peu peur, à la manière de la chambre du fils. C'est deux personnes interprétées par Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant. C'est d'abord le personnage féminin qui a un accident, un AVC, quoi. Et à partir de là, elle décline, elle est très âgée. Et Jean-Louis Trintignant va s'occuper d'elle seule. Voilà quoi. Mais c'est très très bien. Il faut voir de temps en temps, faut se prendre des petites claques dans la gueule. Et les films récompensés à Cannes sont là pour ça. Palme d'Or 2013 pour La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. La Palme d'Or a été remise au même titre à Adèle Exarchopoulos et à Léa Seydoux. Pour en parler, j'avais envie d'avoir un avis extérieur. Bonjour Cécile. Salut David. Cécile, je tenais à te présenter en tant que régisseuse de cinéma. Oui, puisque tout à c'est fait. ta profession. Tu travailles sur beaucoup de longs métrages et ça rend crédible, d'une, cette intervention et de deux, cette vidéo, hein, bien entendu. Espérons. Alors, tu as vu La vie d'Adèle très récemment, puisque aujourd'hui même... Oui, tout à fait. Tu ne voulais pas le voir au début, ce film. Enfin, tu avais comme une appréhension pour le voir. Ouais, ça fait partie des c'est un peu contradictoire parce que pour situer un peu le parcours de vie, découverte, prise de conscience un peu de homosexualité, etc. Mais sur le tard, là où c'est un peu contradictoire, c'est que dans ce parcours-là, il y a eu beaucoup de recherches, de références et de représentations, que ce soit podcast, littérature, film, etc. Et ça fait effectivement partie des films que j'avais pas envie de voir. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, mais ayant eu déjà beaucoup de retours de personnes
on va dire, concernés, queer, etc., les retours que j'avais étaient vraiment pas fous, justement, sur les questions de représentation. Euh, donc, c'est le fait que tu me demandes de le regarder, au final, en ayant vu d'autres choses, du coup, entre-temps, et lu d'autres choses, et ayant été chercher d'autres formes de représentation, du coup, avant, euh, c'était peut-être pas mal que je le vois maintenant, du coup, un peu sur on va dire sur le tard de cette réflexion-là et de ce parcours-là. Pour être très clair, c'est que Abdelatif Kechiche, sur le tournage, a été un tyran. Hein. Il y a des techniciens qui ont démissionné du tournage. La Palme d'Or, donc je le dis en tout début, là, qu'elle est attribuée et à Kechiche, mais aussi à Adèle Exarchopoulos et à Léa Seydoux, vraiment au même rang, au même titre. Et très récemment, puisque c'est pendant ce festival là, de Cannes qui est en train de se terminer, 2026, Léa Seydoux s'est exprimée dessus en disant c'était un vrai harcèlement moral et bien sûr c'était un traumatisme. Si elle avait pu quitter le tournage, elle l'aurait fait. Alors ça quand même, elle parle désormais, elle met des clauses si elle n'est pas d'accord avec comment il a exploité son corps. Déjà, le nombre de moments où les corps sont montrés, je trouve de manière complètement fortuite et pas utile. Alors ça c'est pas nouveau, hein, ça existe dans plein d'autres films, mais je trouve la manière qu'il a de montrer les corps, ces corps-là en interaction, déjà je trouve qu'il y a un peu un côté catalogue de, de, de position, de machin, de trucs, enfin il y a un côté très porno dans la lumière, il y a un côté très porno dans les Ça cadres, alors, ok, dans la lumière, dans ça, les... Ouais, je trouve que enfin, tu vois, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'il y a des moments vraiment où la lumière dans ce film est jolie, où c'est bien filmé. Moi, il y a des moments que j'ai trouvé justement très bien éclairés. La scène où elle se rencontre dans le bar, l'intimité, elle est très bien filmée à ce moment-là. Moi, ça m'a donné l'impression que ce que lui considérait comme de l'intime, il le filmait comme quelque chose d'extrêmement, déjà extrêmement cliché et très distancié en fait, bizarrement. Et cette distance-là fait vraiment partie des trucs qui m'ont gênée. Il y a quelque chose d'un manque d'intimité cruel et d'un manque de pudeur. Je trouve que c'est un film qui est très très impudique. Alors c'est fou que tu parles de la crudité. Je sais pas si ça se dit, la crudité c'est plutôt tout ce qui est carottes avec des petits légumes frais. Mais, voilà, l'impudeur hein, en tout cas de la manière dont est filmée la vie d'Adèle. Et parce que donc Jules Marot, l'autrice de la bande dessinée dont La vie d'Adèle est l'adaptation, le bleu est une couleur chaude, elle disait qu'elle ne partageait pas le choix des scènes de sexe très crues et un brin caricatural. Et je considère que Kechiche et moi avons un traitement esthétique opposé carrément. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est vraiment c'est à l'opposé du souvenir que j'ai de la BD. Ah bah là, elle parle d'un étalage brutal et chirurgical, carrément démonstratif et froid. Ouais. Mais en fait, c'est un peu l'impression que j'ai eue, au moins les 2 premiers tiers du film. Ça m'a un peu donné l'impression, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait parlé avec des lesbiennes et à qui on avait raconté un peu des étapes comme ça, de questionnement, de parcours, etc. Et qui du coup les met, enfin un peu un genre de condensé de bout à bout de tout ça, mais c'est pas investi dans la mise en scène quoi. Je sais pas, mais la scène de rupture. Euh, enfin, il y a des moments, j'ai pouffé, tu vois. Ah Et je, oui. et je trouve, et je trouve que encore une fois, pas parce qu'elle est mal jouée, mais parce que typiquement, je trouve que les mots qui sont choisis, j'ai vraiment entendu des mots de mec. Juste une scène dont on n'a pas parlé, qui est la scène où elle se revoit pour la première fois après quelques années. Pour moi, ça, enfin, c'est du fantasme. Et pour le coup, je finirai là-dessus, mais la manière qu'il a de filmer, alors que l'intention pourrait être hyper juste, et je pense qu'elle l'est, la manière qu'il a de la filmer, mais
n'importe quoi pour moi. Ouais. Enfin, et ça, pour le coup, Oui, c'est vraiment. vrai. Ah non, non, oui, je pensais pas à ça. Ouais, ouais. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un truc de vieux gars, quoi. Hmm. Enfin, Bah, il faudrait une catégorie film de vieux gars, en fait. oh. Et je pense qu'il y en aurait. Alors, dans la catégorie, c'est plutôt prude, là, les Palmes d'Or. Il n'y a que Anora qui arrive après. Et je le mets. Il faudrait que tu le vois aussi. Il faudrait que tu me donnes ton avis sur Anora. Qui a le mérite d'assumer un côté fun dans sa deuxième partie. De moins se prendre la tête. Voilà. Ouais, Mais non, bon, mais puis, là, enfin, tu vois, tu sais, genre, elle se retrouve, c'est hyper émouvant et tout, et genre, t'as ça qui arrive au milieu, elle se saute j'avais dessus, complètement oublié. Ouais, t'as raison. elle se Ouais. saute dessus, tu vois, l'autre, elle prend la main et tout, elles sont au milieu d'un Oui, café, oui, enfin, oui, mais tout à fait. Ouais, ouais, ouais. et t'es là, genre, elles sont au milieu d'un café, genre, personne leur dit rien, enfin, Ah tu oui, vois, oui, genre, c'est vrai. ça n'a aucun sens, quoi. Ben, je te remercie en tout cas pour m'avoir donné ton avis éclairant Avec plaisir. et bien plus et bien mieux étudié que le mien. Voilà. Ben, merci encore en tout cas. Avec plaisir. Bonne soirée. À très bientôt. Bisous. Winter Sleep. Eh ben, on dort bien. Non, c'est pas vrai. Un peu. Un peu. Mais c'est très beau. Visuellement, c'est incroyable. Ça se passe en Anatolie. D'ailleurs, le réalisateur avait fait son précédent film que j'avais préféré, qui était une histoire en Anatolie. Bienvenue en Anatolie. L'Anatolie fait du ski, je sais plus. Il était une fois en Anatolie. Voilà, il était une fois. Pardon. Ça va. C'est beau. C'est beau. C'est long. C'est long. Franchement, la longueur, en vrai, je suis vraiment mauvaise langue. Ça passe très très bien. C'est un très bon film. Dipan de Jacques Audiard. J'ai bien aimé ce film quand je l'ai vu. Je l'ai un peu oublié. Bon, pourtant, il secoue un peu, il est un peu violent et tout. Je sais pas, je l'ai un peu oublié. C'est très bien, hein, mais ouais, chez Jacques Audiard, j'ai quand même préféré largement Un Prophète et des trucs comme ça. Après, je suis pas un fou de Jacques Audiard et je sais pas pourquoi. C'est un bon film. Palme d'Or 2016 pour moi, Daniel Blake de Ken Loach. Alors là, on retrouve un Daniel Blake. On retrouve un Ken Loach. Vraiment dans la trempe sociale. C'est un monsieur qui commence à être un peu âgé et qui a des problèmes de santé. Il va être confronté à l'administration volontairement détruite par le libéralisme et il va être un peu dans le caca. Il va rencontrer quelqu'un d'autre qui est une mère de famille dans le caca. Mais c'est super, c'est des rencontres humaines très très chouettes, c'est pas plombant. Ken Loach aussi un peu, il a la réputation c'est des films sociaux, c'est dur et tout. Non, c'est très très bien. On peut y aller sans risque. Il est où? Il est là. The Square de Ruben Östlund. Je vais l'appeler Ruben, hein. Ça va plus vite parce que je vais devoir le renommer. Ça se passe dans le milieu de l'art contemporain. J'avais bien aimé quand je l'avais vu. Ouais, bon. Snow Therapy, c'est quand même vachement mieux. Ah bah les chouchous ont disparu. De toute façon, ça va pas dans Chouchou, ça va dans Bon Film. En fun fact, j'avais noté qu'il y a un mec qui refait super bien le singe. Voilà. Palme d'Or 2018, Une affaire de famille. Un film de Hirokazu. C'est pas dur, Hirokazu Koreeda. Rien de vraiment japonais. C'est pas... Putain, j'arrive à dire Apichabong Vera, c'est cool. Et j'arrive pas à dire Hirokazu Koreeda. Ben, quand même. C'est vraiment ultra méga chouette. Une famille, au début, on croit que c'est un peu une famille normale. Puis c'est pas du tout une famille normale. C'est vraiment une affaire de famille, il faut voir ça. Hein. Ah, ça, c'est dans les chouchous que je peux... je peux plus mettre chouchou. On va grimper. Et là, chouchou. Et alors, en 2018, il s'est passé un truc. Ils ont remis une palme d'or spéciale. Pas ex aequo, une palme d'or spéciale. À Jean-Luc Godard. Bon, bah oui, Jean-Luc Godard, c'est quand même pas n'importe qui. Et donc, ils lui ont remis une palme spéciale pour le livre d'images, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Oh, abonne-toi. Et oh la vache, c'est... Et attention, je suis pas le type qui sort de la boulangerie. J'ai vu des films expérimentaux, je me suis éduqué à ça un peu. Je regarde pas tous les matins un film expérimental, mais là, c'est pas possible. Vraiment, je sais pas comment... Je l'ai regardé en entier, je le jure. Je l'ai regardé en entier. Et je sais pas comment j'ai tenu ce truc, quoi. Bah là, c'est facile, au moins là. On comprend rien, donc... Enfin, il y a un propos sur la guerre. Parasite.
est-ce que je dois vraiment... Alors, je crois que vraiment, déjà, le plus gros succès pour le cinéma coréen, c'est très chouette. C'est super Parasite. Je vais pas résumer Parasite ou en faire beaucoup plus des tonnes. Alors, il va aller dans Chouchou. Hein. Je lui fais monter le petit ascenseur. Voilà, c'est dans les chouchous. Mais dis donc, il y a du monde dans les chouchous. 2020, eh ben pas de festival parce que Covid, pandémie de Covid-19, le festival était annulé. Il n'y a même pas eu d'édition virtuelle. Certains festivals de courts-métrages, notamment, ont fait des éditions virtuelles, mais pas le festival de Cannes. Pourtant, on en a eu des comédiens pendant le Covid. Didier Raoult, Titane, Palme d'Or 2021 de Julia Ducournau. Bonsoir Cécile. Bonsoir David. Parce que vous n'allez pas le croire, mais Cécile dispose d'une Palme d'Or, puisque tu as travaillé, et pas qu'un peu, hein, sur une grosse partie du tournage sur Titane. Oui, à l'exception de 2 semaines. Mais oui. Et alors, déjà, Titane, pour un micro-résumé, j'ai plus ou moins laissé tomber un peu le résumé pendant la vidéo, mais quand même, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une plaque de titane dans la tête. C'est un accident de voiture qu'elle a eu enfant, hein, c'est ça il me semble. Oui, je crois. Voilà. Ouais, je crois. Et après, elle devient plus ou moins danseuse, un peu stripteaseuse, on ne sait pas trop. Depuis, elle a un rapport fusionnel avec les voitures, parce qu'elle fait des trucs chelous dans et à des voitures. Et elle finit par avoir des accès de violence. Résumé comme ça donne pas envie du tout. Elle finit par avoir des accès de violence et elle va devoir se grimer en homme et fuir. Et puis elle va croiser la route de différents personnages. On va pas trop. Dont Vincent Lindon. Voilà. Alors, mais comment il était ce tournage d'un film particulier quand même? Oui, mais c'est ça qui était étonnant au tournage, c'est que film particulier, tournage singulier. Tournage singulier parce que beaucoup de séquences de nuit ou en intérieur avec de la nuit simulée. Une bonne partie aussi ce qu'on a tourné en région parisienne, c'est fait pendant le 2e confinement. Donc aussi très singulier parce que nous, en tant que techniciens, très déconnectés de ce qui se passait dans la vraie vie. Et donc, si tu veux, il y a eu un moment, moi, où ayant fait la partie sud, ayant raté le début de la partie parisienne et étant arrivé après, la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y avait comme si la bizarrerie quelque part de ce film-là avait un peu infiltré et c'était un peu distillé comme ça dans le tournage. Tournage assez positif en tant que technicien dans l'ensemble, une réalisatrice qui est singulière aussi dans sa manière de diriger, voilà, qui est pas forcément toujours dans la tendresse. Donc voilà, mais tournage hyper intéressant et un peu le genre de tournage où on se dit qu'il se passe quelque chose en étant derrière le combo, quoi. Tu le mettrais dans quelle catégorie, Titane, en tant que spectatrice? Je dirais bon film. Je dirais bon film que je n'aurais pas été voir si j'avais pas travaillé dessus parce que c'est pas le genre de film que j'affectionne et que je suis quelqu'un de très sensible. Eh bien, merci encore. Avec plaisir. Eh bien, cette fois-ci, bonne soirée, je te libère. Au revoir. Au revoir. Il est allé là, dans Bon Film. 2022, Sans filtre. 2e Palme d'Or pour ce bon vieux Ruben. Sans filtre, j'ai pas aimé. C'est pas nul. Attention, c'est vraiment pas nul. Mais j'ai trouvé un petit peu la critique de la lutte des classes. Les sabots, ils sont gros. Oh, qui sont gros les sabots. Puis il y a une scène de vomi dans une croisière. Ça se passait, enfin pas essentiellement. La première partie du film se passe sur un bateau, un paquebot de croisière de luxe. Oh, ils vomissent tous là à table. Sérieusement? Le vomi, quoi? Je suis passé à côté. Il est là, sans filtre. Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023. Anatomie d'une chute, c'est vachement bien. J'aime beaucoup la filmo de Justine Triet. Il se trouve qu'en 2023, quand j'étais allé voir le film au cinéma, sur la plateforme de France TV, il y avait ces autres films, La bataille de Solferino, Sibylle, Victoria. Et c'est trop bien, ces films de Justine Triet. Regardez ça, c'est très bien, mais pareil, un gros succès, je crois, en salle. Enfin, plutôt bon succès en salle. C'est un très bon film. Anora, Palme d'Or 2024 de Sean Baker. Alors, je sais que ce film n'est pas du tout aimé, et je comprends pas pourquoi, je l'adore. Mickey Madison,
C'est une vraie révélation, ça, pour le coup. Et c'est trop bien. Elle croit vivre un conte de fées, comme ça, en rencontrant un fils d'oligarque russe. Elle est prostituée, elle est danseuse. Et c'est pas qu'elle pense sortir de sa condition, c'est même pas ça le sujet. Et c'est ça que je trouve ça plutôt bien traité, justement, la prostitution. Sean Baker traite de ce sujet-là dans plusieurs de ses films. Je vous conseille, alors il traite pas de ce sujet-là pour le coup, mais The Florida Project, c'est vachement bien. Moi, j'ai creusé la filmo de ce gars grâce à Anora. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Et après, il y a une deuxième partie qui en plus, presque un peu comme un film des frères Cohen avec des gangsters bras cassés. J'ai même pas mal rigolé. Puis hop, il y a une fin qui est de nouveau très émouvante. Donc, lui, il va grimper. Anora, moi, il grimpe dans Chouchou. Palme d'Or 2025, un simple accident de Jafar Panahi, film tourné en loose day, j'allais dire, en Iran. Vraiment très très bon. Là, pour le coup, je vais faire le petit résumé, si jamais vous l'avez pas vu, mais je crois qu'il a pas trop mal marché pour un film iranien et pour une Palme d'Or en plus, ce film. Mais je vous le résume juste un petit peu. C'est un homme qui croit reconnaître son bourreau lorsqu'il était en prison. Il croit reconnaître un type qui a été son bourreau. Et il va mener une espèce, là il faut pas trop en dire, une espèce d'enquête, allez, disons, pour savoir si c'est le gars en question ou pas. Et donc après, il va s'engager, il y a une petite partie, c'est presque un road movie, où il va à la rencontre de gens qui sont susceptibles de reconnaître le gars. C'est vraiment... et la fin, que je vais pas vous dire, mais la fin, il y a longtemps que j'avais pas vu Hop, on va lui faire prendre l'ascenseur vers Chouchou. J'avais pas vu une fin aussi marquante, quoi. Un peu à l'ancienne, j'allais dire. Les fins de films comme ça qu'on faisait beaucoup dans les années 70. Voici ma réaction à la sortie de la salle. Je faisais pas le malin. Regardez comme j'ai l'air con. Ben oui, je sors juste de la séance. Difficile de donner un avis comme ça à brûle pour point, hein, mais film très très fort. Film très très fort. Belle palme. Et donc on a fini. Et c'était insupportable. Et bonne fin de journée. Bisous.